Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la DITP, un rendez-vous mensuel que nous vous proposons sur les enjeux de transformation dans les organisations publiques. On va parler du plan téléphone, comment les administrations se mobilisent pour l'accès, pour la qualité des services publics, améliorer le service au téléphone, qui reste le premier canal de contact des citoyens pour échanger avec l'administration. C'est l'enjeu, c'est l'objectif du plan téléphone lancé l'année dernière, printemps 2023, qui se déploie dans le secteur public, dans les organisations publiques, avec une ambition forte, une réponse à 85% des appels lorsqu'un usager souhaite échanger avec son administration, avec un agent. On en parle jusqu'à 11 h, une table ronde dans une quinzaine de minutes. On va donner la parole à un certain nombre d'organisations publiques et privées pour évoquer leurs méthodes. Vous connaissez la règle du jeu, si je puis dire. À la droite de vos tablettes, de vos smartphones, de vos écrans, vous avez un onglet chat, un onglet questions. Allez-y, témoignez, posez vos questions. On essaiera de les relayer tout au long de cet échange. Pour lancer la discussion, je me tourne vers vous, Ghislain Doriano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service expérience usager à la DITP. Alors expliquez-nous ce plan téléphone, pourquoi cet atelier aujourd'hui sur ce plan ambitieux, ce plan téléphone? Bonjour à tous. Alors le plan téléphone, peut-être redire d'abord que c'est un des 6 engagements de la feuille de route des services publics qui a été adoptée par le gouvernement l'année dernière lors du comité interministériel de la transformation publique. Et puis, c'est une des actions un peu phares qu'on mène à la DITP pour renforcer l'impact du programme Service Public Plus, qui est notre programme d'amélioration continue des services publics, commun à tous les services publics, centré sur l'expérience des usagers. Alors, le plan téléphone annoncé l'année dernière, il trouve son origine dans un double constat. Le premier, vous l'avez rappelé, c'est l'importance du téléphone pour les usagers. Ça fait un peu ancien monde à l'heure du déploiement du numérique et de l'IA. Alors certes, le numérique, l'expérience numérique, c'est quelque chose qui est massif, qui est le premier canal utilisé par les usagers. Mais pour autant, vous l'avez rappelé, quand les usagers veulent entrer en contact avec un agent public, le premier contact, c'est le canal téléphonique. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que quand on mesure la satisfaction des usagers à l'égard du téléphone, elle est très mauvaise et c'est ce qui fonde le plan lancé par le gouvernement. Expliquez-nous, alors les enjeux, vous les avez évoqués, on en est où? Il y a un calendrier que je mentionnais, alors vous l'avez dit, CITP, Comité interministériel à la transformation publique l'année dernière, une ambition forte pour la fin de l'année, c'est bien ça? Tout à fait, alors quatre grands objectifs, vous en avez cité l'action un peu emblématique et le taux de décroché, 85%, et je pense qu'on aura l'occasion lors de la table ronde qui suivra de montrer que c'est ambitieux pour les services publics. Le deuxième, c'est de s'engager dans chaque service public à mesurer la satisfaction des usagers. On avait quelques services publics qui le faisaient et on voit que c'est un élément de transparence qui est important aussi en termes de reddition des comptes. Le troisième objectif qui est atteint quasiment partout, c'est le fait de ne plus cacher les numéros de téléphone. Donc, oui. Il est mis en visibilité sur les sites internet, dans les accueils physiques. Et puis le dernier qu'on déploie, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est la capacité à offrir aux usagers la possibilité d'être appelés ou au contraire de prendre un rendez-vous téléphonique. On parlera callback, on parlera aussi tout à l'heure de messages qu'on peut laisser qui se transforment en mail, qui permettent aussi une rapidité. Bref, les organisations jouent le jeu pleinement avec des méthodes innovantes. Ghislain Doriano, comment avancez-vous? Quelles sont vos méthodes pour déployer ce plan? Comment vous avancez en synergie, en coopération avec les organisations publiques? Alors, c'est un travail de fond, un travail rapproché avec les différents services publics. Il y a plusieurs leviers qu'on les incite à déployer et à développer. Le premier, naturellement, c'est un aspect RH. Dans un certain nombre de cas, même si ce n'est pas facile, réinvestir le canal téléphonique, c'est remettre des agents derrière le téléphone. Ça suppose aussi de travailler à la formation des agents. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on les invite à tester. Il y a la possibilité de déployer ce qu'on appelle des actions d'aller vers, c'est-à-dire ou les contacts proactifs. En tout cas, un certain nombre d'actions qui permettent d'aller au-devant des usagers et d'éviter un certain nombre de réitérations aussi d'appels téléphoniques.
On a un système de... Donc voilà, tout le travail qu'on déploie avec les réseaux. Et puis on a, à la demande du gouvernement, des tableaux de bord, des outils de reporting qui permettent de rendre compte de l'avancée du plan téléphone à nos autorités politiques. Et puis on aura l'occasion dans les semaines et les mois qui viennent, à l'occasion d'un prochain CITP, de faire un bilan plus exhaustif et plus prospectif aussi. L'autre élément, c'est que ça s'insère, ce plan téléphone, dans une démarche plus globale qui est d'inciter les services publics à mettre en place des approches omnicanales. On aura aussi l'occasion d'y revenir, avec le fait sur l'omnicanalité de pouvoir commencer une démarche ou une interaction avec un service public au téléphone, de la poursuivre en ligne, puis au guichet physique, et qui correspond à une attente très très forte aussi des usagers. Et pour ce faire, on anime des groupes de travail, des échanges de bonnes pratiques, on donne à voir à nos réseaux de services publics des exemples, des réseaux un peu plus en avance sur lesquels ils peuvent s'inspirer, des bonnes pratiques aussi du secteur privé, et on déploie aussi une capacité de conseil interne au service des organisations. Conseil interne que vous développez. Je réponds à une question qui arrive, qui se multiplie dans le chat. Est-ce qu'on va vous proposer un support, un PPT pendant cet échange? La réponse est non, puisque c'est un échange volontairement vivant, un rétexte, retour d'expérience, particulièrement sur la table ronde. Mais les supports existent, on pourra soit les mettre dans le chat, ou soit vous les envoyer à l'issue de l'échange. Ghislain Doriano, ce plan téléphone dit beaucoup de ce que vous êtes, de votre approche, de vos méthodes. Vous l'avez dit, des méthodes appuyées sur le partage, la coopération, aussi la personnalisation de vos interventions en fonction des organisations, leurs atouts, leurs contraintes. Vous êtes résolument en synergie. C'est ce qui fonde finalement votre manière de travailler. Tout à fait. Tout ce qu'on met entre guillemets sur la table à la DITP, c'est assis sur ce que nous disent les usagers et leurs attentes à l'égard des services publics. Et donc c'est ce qu'on porte, c'est ce discours qu'on porte auprès des grands réseaux de services publics. Et néanmoins, effectivement, vous avez raison, on a une approche... on souhaite une ambition à la fois exigeante et réaliste vis-à-vis des réseaux, c'est-à-dire que sur le téléphone, on les invite, on s'invite collectivement à ne pas se voiler la face sur l'insatisfaction des Français, et pour autant, on sait très bien, je citais le taux de décroché, que c'est aussi exigeant pour les services publics. Le fait, c'est assez technique, mais d'homogénéiser la définition du taux de décroché, c'est-à-dire de ne plus compter, comme vous l'avez dit, de ne compter plus précisément que le taux décroché que lorsque l'usager demande à être mis en relation avec un agent. Ça veut dire que tout ce qui est serveur vocal interactif qui a été massivement déployé et qui sert aussi en termes de relations usagers, on ne le prend plus en compte. Donc c'est un effort supplémentaire qu'on demande. Et donc nous, on est très attentifs aux difficultés que ça peut représenter pour les services publics, et qu'on cherche à les emmener dans une démarche progressive. Et encore une fois, on est en appui en tant que de besoin. Autre fondement, pour terminer nos échanges de questions, Ghislain Doriano, autre fondement de votre approche, de vos méthodes, dire qu'on a pu croire à un moment que le tout numérique allait s'imposer. Vous le dites, ce n'est pas possible. L'humain doit rester au cœur des process. D'abord parce qu'il y a 12, 13 millions de Français qui n'ont soit pas les outils, soit pas les usages. Et puis le capital humain, si je puis dire, doit être au cœur de toute démarche, côté agent comme surtout côté usager. Tout à fait. Il faut travailler les deux, parce que quand on interroge les usagers, la plupart sont très heureux du tout numérique, de ne plus avoir besoin d'entrer en contact avec l'administration. Donc ça suppose d'axer nos efforts, en particulier avec nos collègues de la DINUM, sur l'expérience numérique, sa qualité, sur le fait de supprimer des pièces justificatives, de développer les échanges d'informations entre les administrations de telle sorte que les démarches en ligne soient les plus fluides, les plus intuitives possibles. Et pour autant, il y a aussi des usagers qui auront toujours besoin d'entrer en contact avec une administration, d'aller chercher une réponse personnalisée. Et donc nous, on considère, notamment au titre du programme Service Public Plus, que les deux approches numériques et humaines, finalement, ne sont pas du tout contradictoires et se complètent. Le numérique vient en appui des agents, et ça s'accompagne d'un travail très fort que vous menez, auquel vous participez, de simplification des démarches. Les deux se combinent au bénéfice des agents et des usagers. C'est bien cela. Alors, beaucoup de questions. On va y revenir dans la table ronde qui arrive. Ghislain Doriano, peut-être pour conclure. Donc, on l'a dit, décembre 2024, des objectifs
ambitieux, vous y travaillez. Peut-être un mot sur cette table ronde. Il était important d'avoir des retours d'expérience. Ça dit beaucoup de la manière dont vous avancez. C'est aussi très inspirant pour celles et ceux qui nous regardent. Beaucoup de managers publics, beaucoup de décideurs publics qui sont preneurs de méthodes inspirantes. Voilà, on va les mettre en discussion dans cette table ronde. Bonjour Sophie Martin, merci d'être là pour la CNAM. Merci Bénédicte de Persin d'être là pour le CNUS. Merci Patrick-Emmanuel Murcotte de la MEIF d'être là. Et merci David Merlot, France Travail, d'être avec moi ce matin. Et Sarah Alix, vous êtes là, vous avez le micro. Allons-y pour cet échange. Peut-être, Sophie Martin, vous voulez démarrer. Expliquez-nous comment vous appropriez cet outil, le téléphone. Quelle utilisation du téléphone dans votre organisation? Bonjour à tous. Alors en fait, l'assurance maladie, juste pour le rappeler, on s'occupe de l'assurance et de la santé de presque 67 millions de Français. Et aujourd'hui, sur le téléphone, effectivement, on est organisé. Alors je rappelle quand même qu'on a 3 publics. Bien entendu, les assurés, les professionnels de santé et les entreprises. Donc on a en tout pas loin de 80 plateaux, une 50aine pour les assurés, répartis sur le territoire français, métropole et outre-mer. Et voilà, et donc c'est à peu près 2000 conseillers. On a 3 numéros dédiés, le 3646, le 3608 et le 3679. Voilà, et donc on est organisé effectivement pour répondre à chacun de nos publics sur leurs demandes d'information, leur démarche et les besoins qu'ils ont pour le suivi de leur demande. Comment travaillez-vous? Quelles sont vos méthodes? Vous nous l'expliquerez. Merci pour ce propos liminaire, comme on dit, Bénédicte de Persin. Dites-nous aussi en quelques mots l'utilisation, d'abord le CNUS, pour celles et ceux qui nous regardent, et puis l'appropriation du téléphone dans vos démarches. Oui, bonjour. Le CNUS donc, est en charge du pilotage de l'ensemble des 26 CROUS qui sont répartis sur le territoire français et qui offrent donc des services aux étudiants, 3 millions d'étudiants. Donc évidemment, le rapport de force n'est pas exactement le même. Mais pour autant, les appels sont nombreux et fréquents, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que les étudiants ont, en période de haute activité pour nous, c'est-à-dire en préparation de la rentrée, beaucoup de questions sur leur dossier de bourse, beaucoup de questions sur leur demande de logement. Et donc, les plateformes téléphoniques ont été créées il y a déjà un certain nombre d'années, un peu réparties dans l'ensemble du territoire et regroupent des différents CROUS. Et depuis 3 ou 4 ans, on a travaillé profondément, mais on y reviendra tout à l'heure, sur une harmonisation des pratiques pour améliorer justement la réponse. Harmoniser vos pratiques, ça va inspirer celles et ceux qui nous regardent. Patrick-Emmanuel Murcotte, responsable de la filière conseil-vente à distance à la MAIF. MAIF, mutuelle des instituteurs à l'origine. Alors, c'est la mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Donc, effectivement, c'est des instituteurs qui ont créé la mutuelle pour les instituteurs. Donc, depuis, on a ouvert nos statuts et on assure beaucoup plus de monde, puisqu'aujourd'hui, la MAIF, c'est 4 millions de sociétaires assurés. Et l'activité que je gère, c'est-à-dire la partie distribution en centre de contact, traite à peu près 6 millions de flux chaque année et est répartie sur 19 sites sur tout le territoire et avec 1200 collaborateurs dans la filière et à peu près le même nombre en face à face qui peuvent prendre le téléphone à nos côtés en même temps que d'accueillir des personnes en agence. Merci beaucoup. David Merlot, directeur du pilotage de la performance de l'organisation du travail à France Travail. Quand on a préparé hors antenne notre échange, vous nous aviez dit le téléphone n'est pas un outil old school, bien au contraire. On le détaillera pendant l'échange. Oui, je ne pensais pas que ma phrase avait été citée, remarquée. Bonjour à tous, pardon. Donc, je représente France Travail, ex-Pôle emploi, puisqu'on a changé de nom il y a quelques semaines. Juste pour faire le parallèle avec mes confrères, à peu près 6 millions de demandeurs d'emploi, donc de personnes inscrites en recherche d'emploi. Et puis, on a un autre public qu'on oublie un peu trop souvent, c'est toutes les entreprises pour qui on a aussi un service à rendre dans leur aide au recrutement. On gère à peu près 16-17 millions d'appels par an. Donc c'est loin d'être un outil old school comme vous le repreniez. Aujourd'hui avec une organisation un petit peu particulière puisqu'en fait on a des plateaux régionaux dans les établissements de chacune de nos régions, mais on fait contribuer à plus de 80% nos conseillers qui sont en agence sur la réponse téléphonique, ce qui fait qu'on a des réponses à plusieurs niveaux qui peuvent être apportées et c'est pas centralisé, on n'a pas réellement de téléconseillers, mais je pense qu'on pourra y revenir, c'est un des éléments sur lesquels on s'appuie aujourd'hui.
Merci infiniment à tous les quatre. Vous avez des agendas chargés. Il était important pour nous de vous avoir, comme on dit, en plateau. Je me tourne vers vous, Sarah Alix. On a travaillé au déroulé de cet échange ensemble. Vous êtes directrice de projet accès au service public à la DITP. Alors, Ghislain Doriano a posé les enjeux. Je vous invite, alors, si vous n'avez pas vu sa séquence, à la regarder en replay. Mais peut-être un mot. Rappelez-nous ce qu'est le plan téléphone, si vous voulez bien. Oui, donc le plan téléphone, c'est en fait, c'est un ensemble d'objectifs assez ambitieux qui sont fixés à tous les services publics, avec dans le but en fait que lorsqu'un assuré souhaite joindre un service par téléphone, ça se fasse dans de bonnes conditions. Donc ces bonnes conditions, ça veut dire déjà que pour l'usager, lorsqu'il veut appeler un service, il trouve facilement le numéro de téléphone du service, d'où l'objectif qu'on a fixé, que les numéros soient bien affichés, bien visibles des usagers. La deuxième chose, c'est que quand l'usager appelle, en fait, il faut qu'il puisse assez facilement joindre un agent sans avoir besoin d'attendre de trop longues minutes au téléphone et sans avoir besoin de renouveler plusieurs fois son appel, d'où un objectif d'un taux de décroché qui est fixé pour tous à 85%. Un objectif qui est assez ambitieux, il faut bien le souligner. Et puis le troisième point, c'est qu'une fois que la relation se passe avec l'agent, que l'usager est en ligne avec un agent du service public, il faut que la réponse qui lui est apportée soit de bonne qualité, que sa réponse soit bien comprise et que les éléments d'information soient précis et clairement énoncés. Et du coup, pour cet objectif-là, ce qu'on demande au service, c'est de systématiquement mesurer la satisfaction de leurs usagers à l'égard du téléphone. On ajoute un autre objectif complémentaire qui est qu'on puisse proposer aux usagers d'être rappelés ou de prendre un rendez-vous téléphonique, ce qui permet aussi d'assurer vraiment une accessibilité forte des services publics, même lorsqu'ils sont sur le moment de l'appel de l'usager encombré, qui ne peuvent pas répondre dans la minute. Et puis après, je voudrais juste souligner 2 points. Le premier, c'est que depuis 2021, l'ensemble des numéros publics sont non surtaxés, ce qui facilite aussi grandement l'accès aux services publics. Et le deuxième point, c'est que ce plan téléphone, évidemment, il s'inscrit dans une vision omnicanale de l'accès aux services publics et des parcours des usagers. Vous avez reposé tous les enjeux. Ghislain Doriano le disait, le taux de décroché, 85%, c'est l'ambition en fin d'année. C'est quand un usager a quelqu'un à la fin, a vraiment quelqu'un au téléphone. Hein, c'est oui, ça. Tout à fait. Laisser un message, c'est qu'il a un contact direct. C'est ça. On mesure vraiment les cas où l'usager souhaite joindre un agent. Et dans ces cas-là, donc, quelle proportion il arrive effectivement à avoir un agent en ligne. Un mot sur nos invités qu'on remercie fortement. Pourquoi était-il important d'avoir la CNAM, d'avoir le CNUS, d'avoir France Travail, d'avoir la Maïf? C'était des acteurs très, très engagés, hein, c'est bien cela. Oui, tout à fait. Donc effectivement, ce sont des acteurs qui sont très engagés pour la qualité du contact téléphonique. C'est important de les entendre parce que c'est eux qui font le service public. Donc c'est eux en fait qui se saisissent des objectifs qui sont posés et qui trouvent des solutions pour essayer d'y répondre au mieux. C'est important aussi parce que c'est aussi regarder de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est tous des usagers du service public, donc essayer d'appeler un service, on sait ce que ça veut dire. Par contre, on ne se pose pas toujours la question de savoir qu'est-ce qu'il faut derrière comme condition pour que ça fonctionne bien, pour que ça réponde. Et du coup, c'est aussi jeter le regard sur cet autre côté qu'on n'a pas toujours l'occasion de saisir, et aussi s'intéresser au métier, donc le métier d'agent qui répond au téléphone et toute la complexité qu'il emporte et qui augmente d'année en année avec des usagers qui sont toujours plus pressés d'obtenir une réponse, avec des demandes qui sont toujours plus complexes. Donc c'est aussi prendre en compte tous ces enjeux. Et après, donc pour revenir sur les présences de chacun autour de ce plateau, donc du côté du réseau des Crous, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était de s'interroger sur le plan d'amélioration de l'organisation téléphonique qui a été conduit et puis les résultats qui ont été obtenus. Du côté de l'assurance maladie, c'est très intéressant parce que l'assurance maladie a connu en fait des volumes d'appels qui ont explosé dans les dernières années et du coup porte un plan d'action ambitieux pour essayer d'y faire face. Donc c'est aussi un sujet à regarder attentivement. France Travail propose un service téléphonique de grande qualité à ses usagers et à une organisation de la prise d'appel en plusieurs niveaux, donc c'est aussi un modèle de flux téléphonique intéressant. Et puis la Maïf, qu'on remercie d'être avec nous pour apporter un éclairage du secteur privé et un acteur qui est régulièrement primé pour la qualité de sa relation client, donc qui a probablement aussi des choses à nous apporter. Absolument, merci à vous quatre. Merci Sarah Alix, vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez, notamment pour les questions qui sont très très nombreuses, je les relaye dans un instant. Sur les conditions pour que ça marche, si je puis dire, Sophie Martin, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelle appropriation par vos parties prenantes en interne, en externe? Qu'est-ce qui a changé aussi? Quelles sont les évolutions que vous avez mises en place?
Alors, Sarah l'a dit, on a eu effectivement avec la crise sanitaire une explosion des appels. Je vais juste vous donner 2 chiffres. 2019, on avait à peu près 19 millions d'appels pour le public assuré. 2022, on est passé à 38 millions. Donc voilà, donc forcément 38 millions, on n'a pas réussi malheureusement à répondre à ces 38 millions d'appels. Donc une dégradation de notre taux de décroché, et le plan téléphone de la DITP est arrivé au moment où on faisait ce constat, et surtout où on réfléchissait aux actions à engager. Donc on a effectivement mis en place un plan d'action qui a permis d'établir différents niveaux d'aide, d'entraide. D'abord, on a fait le constat qu'en 2022 et début 2023, on avait des écarts de performance sur nos différents plateaux. Je rappelle, une 50aine de plateaux. Certains plateaux arrivaient à peu près, en tout cas aux objectifs qu'on avait fixés, et à répondre de façon satisfaisante aux assurés. D'autres étaient vraiment dans une situation très très compliquée. Donc le premier niveau, ça a été de se dire, est-ce que les plateaux qui vont bien peuvent aider ceux qui vont moins bien. Donc voilà, donc une forme d'entraide un peu nationale. Le deuxième niveau, c'est que pour les plateaux qui effectivement n'allaient pas bien, on a mis en place ce qu'on appelle un plan de retour à l'équilibre. Donc voilà, donc on a proposé un accompagnement, un audit, des conseils sur l'ensemble de l'activité de réponse téléphonique, donc de la supervision, du suivi des indicateurs de pilotage, de la double écoute, des échanges aussi avec les conseillers, avec les managers, et donc tout ça permettant d'arriver à une analyse, force et faiblesse, et donc des axes d'amélioration qui portent leurs fruits aujourd'hui. Sur les 6 plateaux qui ont été engagés dans cette démarche, 3 sont revenus aujourd'hui à l'équilibre. Totalement. Donc on est très content. Et puis ensuite, on a développé, vous en parliez tout à l'heure, un nouveau canal, ou plutôt une nouvelle offre de service de contact, qui est le rendez-vous téléphonique. C'est très très important parce qu'en fait, cette offre de service, elle est née de nos agents au moment de la crise, notamment nos agents d'accueil physique, qui, du coup, du fait du confinement, ne pouvaient plus honorer leur service, et donc se sont mis effectivement à se mettre au téléphone et à honorer les rendez-vous qui étaient prévus par téléphone. Et donc, comme on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, que ça répondait à une attente, on a encadré l'offre de service et on l'a mise à disposition des assurés. D'une part, s'ils nous appelaient pour un certain nombre de réponses un peu complexes, où on se rendait compte que le téléconseiller allait soit prendre trop de temps, soit ça allait être trop compliqué, du coup, ils proposer un rendez-vous téléphonique avec un agent qui pouvait prendre le relais après avoir analysé le dossier. D'autre part, on l'a mis en ligne aussi sur le compte Amélie. Et là, effectivement, l'année 2023 a révélé la satisfaction de cette offre de service, l'offre qui rencontre son public, puisqu'aujourd'hui, on a une part beaucoup plus importante des rendez-vous téléphoniques versus les rendez-vous physiques. Donc voilà. Donc du coup, c'est 3 grands axes qui ont permis, on va dire, de stabiliser les résultats et d'en améliorer une grande partie. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous pour rebondir, David Merlot, si vous voulez bien. Vous n'avez pas attendu, si je puis dire, le plan téléphone pour agir en la matière. Vous aviez déjà développé le callback, vous aviez déjà développé un certain nombre d'outils, avec une accélération ces derniers mois, ces dernières années en la matière. Oui, complètement, vous avez raison. On n'a pas attendu le plan que vous citiez. L'expérience téléphonique et la relation téléphonique avec l'usager, elle existe depuis de très nombreuses années, plus de 10 ans. Il nous a fallu un peu de temps pour apprendre et arriver aujourd'hui au taux de décroché qui nous est demandé, ce qu'on arrive à faire. Et je pense que ça réside dans plusieurs éléments. Le premier élément, il ne faut pas l'oublier, je l'évoquais rapidement, c'est qu'on arrive à faire contribuer toutes nos agences. Donc on a 850 agences sur le territoire et chacun des conseillers est en capacité et est organisé pour pouvoir répondre au téléphone. Donc on a une contribution. En moyenne, on a 2500 personnes qui sont au bout du fil par jour, dont plus de 2000 en agence. Donc ça, c'est une vraie force de frappe. C'est-à-dire que tout ne repose pas sur les plateaux téléphoniques, ce qui serait absolument irréalisable. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et on l'évoquait en aparté tout à l'heure, c'est qu'on a une activité qui est assez cyclique et très prévisible. Ouais. C'est une vraie force. On sait qu'on a des pics d'activité dans l'année, on en a certains qui sont propres à l'intérieur de chaque mois. Et aujourd'hui, on a énormément travaillé depuis de nombreuses années avec les équipes régionales pour justement les accompagner à l'aide à la décision, à l'organisation, à la planification des besoins RH pour pouvoir répondre à ces appels. Donc ça, c'est une vraie courbe d'expérience qu'on arrive aujourd'hui à consolider. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis le dernier élément, vous l'évoquiez, on a quelques évolutions technologiques qu'on a pu mettre en place, mais depuis de nombreuses années. Vous parliez du web callback, qui aujourd'hui, alors juste pour donner, je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais on a à peu près 300 000 utilisations du web callback par an. Web callback,
Pardon, oui. On laisse un message, ça se transforme en mail que vous... Non, vous redites-nous. Je me permets de repréciser. Le web callback, c'est en fait l'usager, donc le demandeur d'emploi ou l'entreprise, c'est plutôt le demandeur d'emploi en l'occurrence, depuis son espace personnel ou à l'heure de son inscription, peut demander un rappel. Donc ça nous permet, nous, de rappeler dans les 45 minutes ou à défaut le lendemain si jamais ça vient trop tardivement par rapport aux horaires d'ouverture des services téléphoniques. Donc ça, c'est un vrai service plus qui notamment leur permet de les accompagner quand il y a une assistance nécessaire. Et puis le deuxième sujet que vous évoquiez, ce qu'on appelle, nous, le message vocal interactif, en fait, c'est un message vocal qui est laissé quand il y a une saturation des lignes, et ça arrive, de temps en temps, ça arrive. L'avantage, c'est que ce message vocal, en fait, il est traduit sous forme de mail directement par de l'intelligence et il arrive directement sur les boîtes des conseillers, ce qui permet aussi de rappeler et d'avoir la connaissance précise de la question et de la demande d'information qui est faite. Et là encore, c'est à peu près 300 000 par an. Donc, c'est deux services qui peuvent paraître assez anecdotiques au regard des 15-16 millions d'appels, mais qui pour autant répondent à un besoin à un moment donné et précis. Donc ça, c'est deux sujets qu'on a développés depuis quelques temps et qui aujourd'hui trouvent vraiment une satisfaction intéressante. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Bénédicte de Persin. Alors, vous avez un public différent. On parlait des assurés et des personnels de santé, et puis les entreprises. On parle des demandeurs d'emploi. Vous, c'est un public d'étudiants, de jeunes, qui utilisent beaucoup le téléphone. Comment vous intervenez? Comment vous avez décliné ce plan de téléphone dans votre organisation? Effectivement, on pourrait penser que les étudiants ne téléphonent pas parce qu'ils sont des pros du SMS et de Facebook, etc. Dans le chat, ouais. En fait, ils sont comme tous les usagers. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de démarches en ligne qui leur sont complexes parce que justement, ils ont peu de connaissances en tant que citoyens pour le moment des démarches administratives. Donc souvent, les démarches vie étudiante sont les premières démarches qu'ils vont faire. Donc du coup, ils sont un petit peu perdus dans les dossiers qu'on leur demande de réaliser. Tout est en ligne et tout est dématérialisé. Donc, parfois, ils sont obligés de téléphoner. Et donc, c'est quand même assez fréquent. Et pour des questions qui sont souvent simples, justement. À l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure, on a quand même des questions plutôt basiques. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, est-ce que c'est nécessaire de mobiliser des gestionnaires de bourse qui ont énormément de dossiers à traiter dans une période courte pour répondre à des questions simples qui sont je n'arrive pas à déposer ma pièce justificative, je n'ai pas compris comment numériser, etc. Donc l'idée, c'était aussi de se dire, puisqu'on a une mission sociale, pourquoi pas aussi demander à des étudiants, dans le cadre de job étudiants, de répondre aux questions de leur père, en quelque sorte. En plus, on s'est dit qu'ils comprenaient sans doute mieux, puisque voilà, ils viennent du même milieu. Donc du coup, ce qu'on fait depuis plusieurs années, parce qu'on a aussi cette difficulté qui est les périodes de pic d'activité sont aussi les périodes de pic d'appel. Et après, ça correspond à l'été, où les agents ont besoin de prendre leur congé aussi. Donc évidemment, la rentrée. Voilà. Et la rentrée. Ouais. Et donc, les étudiants, eux, à l'inverse, ils finissent leurs cours plutôt vers mai-juin, et ils peuvent du coup nous donner du temps. Donc, on les emploie en pic d'activité beaucoup. Donc, c'est essentiellement des téléconseillers étudiants qui font la réponse à l'étudiant. Et bien sûr, il y a des permanents aussi qui supervisent, font la double écoute, les forment, etc. Mais c'était un moyen de s'organiser sans non plus mettre des personnes à temps plein, alors qu'en réalité, à partir du mois de novembre jusque mars, on peut retourner à nos activités plus administratives et il y a beaucoup moins d'appels. Donc c'est une organisation un petit peu différente de ce fait. Et avec tous les quatre, d'ailleurs, la gestion des flux, la gestion des périodes intenses, vous l'appréhendez pleinement. Patrick-Emmanuel Mercotte, vous avez 1200 collaborateurs, 5 millions de flux par an, c'est bien cela? Alors, 1200 conseillers et 6 millions de flux par an. Dans la partie activité contrat, parce que la Maïf au global, c'est 11 millions de flux par an, mais vous avez toute la partie gestion de sinistres qui vient se rajouter à l'activité que je gère. C'est intéressant de voir les profils aussi de vos téléconseillers. On parle d'outils, le web callback, on va dire le rappel, c'est beaucoup d'anglicismes, on va essayer de les éviter, mais en même temps c'est dans le langage courant. Il faut les accompagner, il faut mettre ces outils numériques au service de leur quotidien, de leur capacité à être en prise avec les usagers. C'est votre esprit aussi. Oui, à la Maïf, la vision que l'on a eue, c'est que c'est le sociétaire, c'est le prospect qui choisit le canal d'entrée dans l'entreprise. Donc effectivement, il peut se présenter dans une des 150 délégations, il peut faire le choix du téléphone et c'est le choix très majoritaire. Il peut aussi faire le choix d'envoyer un mail, de laisser un message, puisqu'on a aussi un système de web callback. Donc effectivement, tous les différents canaux existent et l'objectif, c'est toujours d'assurer la meilleure réponse possible. Et ça passe par une période de formation longue,
puisque la formation initiale, quand on rentre dans les centres de contact à la Maïf, c'est 8 semaines de formation. Ouais. Et ça passe aussi par la mise en place de moyens d'évaluation, vous en parliez tout à l'heure, des écoutes enregistrées et des débriefs qui peuvent être faits. Donc on est vraiment sur un accompagnement des conseillers tout au long de leur période d'activité dans les centres de contact à nos côtés. C'est quelque chose qui remonte dans le fil sur les téléconseillers, comment vous les accompagnez. 8 semaines de formation, un accompagnement fin du côté de France Travail, j'allais dire Pôle emploi, de France Travail. Il n'y a pas de souci. Alors, on n'a pas de formation dédiée à la relation téléphonique, puisque nos conseillers sont avant tout des conseillers multi-activités et multi-canal, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont plutôt une formation sur les aspects réglementaires de l'offre de services habituelle, le service téléphonique n'étant qu'un canal pour eux de travail. Donc, on est aujourd'hui en train justement de développer, parce qu'on a un sujet et une ambition, comme le disait Alix, autour de la qualité de service. On est en train de développer quelques éléments autour de la posture et autour de l'accompagnement sur ce canal qui est quand même très particulier. Enfin, on ne répond pas de la même chose, de la même façon, avec la même acuité à un échange téléphonique qui dure une dizaine de minutes, qu'à un entretien en agence qui en général dure au moins 4 fois plus. Oui. Donc ça, c'est des éléments qu'on est en train de travailler justement. Donc on n'a pas, contrairement à mon collègue de la Maïf, on n'a pas vraiment de formation spécifique dédiée à la relation téléphonique. D'accord. Même question à toutes les deux sur l'accompagnement de vos téléconseillers. Comment vous les formez, comment vous les... Alors on les forme déjà au moment de leur prise de poste, à peu près 1 mois avant d'être en direct avec les étudiants. Ça, c'est la formation la plus longue. Et après, double écoute presque tout le temps pour pouvoir rectifier. Et des webinaires collectifs avec, par exemple, les responsables des services des bourses pour leur apprendre certaines normes, certaines règles, certains cas particuliers sur des thématiques un petit peu tout au long de l'année. D'accord, Sophie Martin. Et nous, côté formation, en fait, on a eu une approche un peu originale, c'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé sur le langage naturel, donc qui est la possibilité d'organiser finalement notre accueil téléphonique, et on a utilisé le langage naturel pour déployer des modules de formation qui soient séquencés. C'est-à-dire que des conseillers qui arrivent, ils sont d'abord formés sur le module des réponses simples, donc ça prend quelques semaines. Le principe, c'est qu'on alterne en fait des périodes de formation et des périodes de ce qu'on appelle mise en production, donc dans la vraie vie, pour du coup faire en sorte que ils puissent mettre en application le plus rapidement possible ce qu'ils ont appris. Et donc voilà, donc la formation au global peut aller jusqu'à 5 mois, mais en même temps, on alterne effectivement le côté j'apprends, avec bien entendu des aspects contenu métier et puis du savoir-être aussi. Oui. Je rappelle quand même qu'on a aussi une diversité de sujets avec beaucoup d'éléments réglementaires, législatifs, donc des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Donc voilà, donc il faut effectivement se confronter aux demandes des assurés et pouvoir y répondre pour s'approprier l'ensemble des contenus. Merci à tous les quatre. On poursuit l'échange. Continuez de poser vos questions. J'en prends quelques-unes. Je me tourne vers vous, Sarah Alix. Une question sur les acteurs locaux, acteurs territoriaux, notamment du côté des collectivités. Pour l'instant, vous êtes surtout, vous accompagnez des organisations côté État, mais le plan téléphone va-t-il aussi se déployer du côté des collectivités territoriales ? Alors, le plan téléphone, il s'adresse bien à tous les services publics. Après, nous, à la DITP, on travaille avec les services de l'État et les services de la sécurité sociale de manière privilégiée. Mais dans l'idée, vraiment, tous les services sont amenés à réfléchir et à améliorer leur accueil téléphonique. Une question de M. Graziani, très intéressé par les offres de services de prise de rendez-vous par téléphone, etc. Quels sont les outils proposés par la DITP à ce sujet ? Donc, ça veut dire que les différents outils... callback, web callback, prise de rendez-vous, etc. Voilà, sont des outils, des méthodes aussi que vous encouragez, que vous déployez, que vous accompagnez. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, ça, c'est les deux objectifs qui sont vraiment dans le plan, c'est-à-dire le rendez-vous téléphonique et le callback, ou le rappel téléphonique. Donc, à cela viennent s'ajouter toute une panoplie potentielle d'outils qui permettent des parcours omnicanaux de qualité, typiquement le web callback dont on a parlé, l'envoi de SMS en post-appel. C'est aussi quelque chose qui est assez utile, qui permet... on sait qu'il y a en fait beaucoup d'appels téléphoniques qui sont de la réassurance, c'est-à-dire la personne, elle appelle finalement pour être sûre d'avoir bien compris une information qu'elle avait déjà potentiellement entre ses mains, mais elle veut se la faire confirmer par un agent. Et du coup, l'envoi d'un SMS en post-appel, ça s'inscrit vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu la relation avec l'usager, on lui a passé l'information à l'oral, on double d'un écrit, ce qui permet d'être sûr que l'information est bien passée.
Allez, toute dernière question, et puis j'en relaye d'autres de M. Gauthier, Pascal Gauthier, merci de votre question. Comment on mesure la satisfaction usagée ? Alors là, il y a plusieurs façons de le faire. Je dirais qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Souvent, ce qui est intéressant, ça va être de combiner en fait différentes mesures. C'est-à-dire une mesure à chaud en fin d'appel. Donc vous finissez l'appel, l'agent vous propose de rester en ligne et de recevoir un court questionnaire de satisfaction auquel on peut répondre depuis son clavier ou en langage naturel. Donc ça permet d'avoir une indication à chaud sur l'évolution de la satisfaction des usagers. Et à cela peut s'ajouter des enquêtes qu'on dit plutôt à froid, c'est-à-dire on interroge une fois par an l'ensemble de ces usagers sur ce qu'ils ont pensé de leur relation avec le service, et à cette occasion, on les interroge sur la relation téléphonique. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Sarah Alix. Un échange aussi, une réflexion qui vient très fortement dans le chat, la question de l'omnicanal. Comment vous l'appréhendez tous les quatre? Patrick Emmanuel Murcotte, du côté de la Maïf, donc il y a le téléphone, il y a le numérique, il y a le présentiel. Il y a tout. Il y a tout. Tous les quatre, d'ailleurs. On a l'application Maïf, on a le site web Maïf, on a... le choix, c'est celui du sociétaire ou du prospect. Il nous joint comme il veut, j'ai envie de dire, et c'est à nous de nous mettre en mesure pour lui répondre. Donc, on adapte au fil de l'eau, d'ailleurs, nos moyens de réponse. Typiquement, pendant quelques années, ça a été la visite majoritaire. Après, ça a été le téléphone majoritaire. Aujourd'hui, on commence à voir que le téléphone descend un peu. Et ça, on va vers une culture un peu plus écrite, mail notamment, avec des attentes qui évoluent. Aujourd'hui, on répond entre 2 et 3 jours en délai de réponse. On voit que l'attente, elle est dans la journée, voire dans la demi-heure. Donc, il faut qu'on s'équipe en conséquence pour pouvoir répondre dans ces délais-là. Donc, c'est mettre en place des nouveaux moyens pour traiter les flux asynchrones, les mails, comme des appels. Et c'est ce qu'on est en train de faire. David Merlot, vous l'avez dit, 850 agences, je crois, le téléphone, le mail. Alors, même principe, c'est l'usager, donc demandant d'emploi ou entreprise, qui va choisir le canal de préférence, et on peut parfaitement le comprendre. Même si on a un maillage territorial assez fin avec 850 agences, on n'a pas nécessairement aujourd'hui un public qui est forcément disponible et mobile. Donc l'usage du téléphone est encore assez prépondérant pour nous, c'est à peu près... un peu moins d'un tiers des contacts qu'on peut avoir. Et puis l'usage du mail qui s'est fortement développé, notamment avec la crise sanitaire, de par la fermeture de nos agences pendant une période. Ouais. Donc aujourd'hui, je reprends un peu les termes de mon collègue, c'est vrai qu'on a des engagements de service sur ces différents canaux, donc le taux de décroché qu'on a évoqué sur la partie téléphonie. On n'oublie pas non plus qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 30 millions de mails qui arrivent par jour, donc dans des messageries quasi directement auprès de nos conseillers. On a un engagement de réponse à 48 heures, qu'aujourd'hui on arrive à tenir. Là encore, même chose, souvent le mail c'est une question précise ou bien un besoin de réassurance comme vous l'évoquiez, donc on est aussi très vigilant sur le sujet. Pour revenir à votre question initiale, on n'a pas aujourd'hui de stratégie de fermer un canal ou un autre, on s'adapte complètement. Par contre, ce qu'on essaye de faire, et ça c'est quelque chose qu'on a installé il y a maintenant un peu plus d'un an, c'est que sur certains sujets, la principale préoccupation de nos usagers demandants d'emploi aujourd'hui, c'est leur allocation et l'indemnisation. Ouais. Le besoin primaire de savoir comment je vais assurer mon mois, et ça paraît complètement légitime. Donc pour justement gérer ces flux de demandes d'informations qui sont quand même très, très importants, ce qu'on a mis en place, c'est du aller vers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des conseillers qui sont dédiés à cette activité et qui sont plutôt proactifs pour aller anticiper des questions que pourrait se poser un demandant d'emploi sur ces sujets. La conséquence, on le voit, c'est qu'aujourd'hui, on a un flux d'appels téléphoniques sur ces motifs qui est en train de diminuer doucement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à anticiper quelques-uns des besoins. Alors, c'est assez simple pour certains besoins. Lorsque une personne vient demander ou déposer une demande d'allocation d'assurance chômage, la première des choses qu'on demande de faire à nos conseillers, c'est plutôt que d'envoyer une notification par courrier ou par mail, c'est de l'envoyer et d'appeler pour expliquer et avoir un peu de pédagogie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a installé. Le but n'est pas de supprimer l'appel téléphonique, mais de le réduire et d'anticiper le besoin. C'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisqu'évidemment, c'est une charge complémentaire qu'il faut aussi pouvoir assumer. C'est aussi un changement d'approche, de logiciel managérial. Exactement, c'est un vrai changement de posture pour nos conseillers, il ne faut pas le négliger, on les a accompagnés sur le sujet. Et c'est un vrai changement pour les managers de nos 850 agences, puisque l'activité ne se gère pas de la même façon. Il faut plutôt organiser l'anticipation qu'organiser la prise d'un flux qu'on subit pour une partie.
administration proactive sur laquelle travaille fortement la DITP. Sophie Martin, vous inscrivez dans cette approche du aller vers, anticiper les besoins, ça fait partie oui, de tout à fait. Tout à fait. Alors le aller vers, nous, on l'a initié pendant la crise, notamment au travers de la vaccination. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une démarche qu'on a développée. Et en fait, je voudrais juste rappeler quand même que nous, on est ouvert effectivement sur tous les canaux. Aujourd'hui, on a quand même le compte Amélie qui, dans sa version web et sa version smartphone, application, traite 93% des sollicitations qui nous arrivent. Donc, on est entre 45 et 50 millions de sollicitations qui sont faites sur le compte Amélie par mois, versus 2 millions, 2,5 millions d'appels téléphoniques. Donc, voilà. Donc, l'objectif... et avec quand même un taux de satisfaction qui est autour de 85%. Donc on sait que le compte Amélie et les services qui y sont développés répondent à la demande, parce que ce sont des démarches simples, quasi du quotidien. Je veux télécharger une attestation de droit, je veux déclarer la perte de ma carte vitale, je veux en commander une nouvelle. En 2-3 clics, on peut le faire. Donc voilà, donc on sait qu'effectivement, ça répond à ce besoin d'instantanéité et de simplicité. Dans nos baromètres, je pense peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais on mesure le taux d'effort. Donc voilà, donc on continue de travailler dans cette logique de simplification et de réactivité. Et l'idée, c'est bien entendu de se dire que pour les assurés qui en ont le plus besoin, le canal téléphonique, effectivement, puisse être disponible. Donc pour ça, on travaille aussi sur de la proactivité pour éviter ou limiter les appels de réassurance. Sarah a tout à fait raison. C'est vrai qu'on mesure qu'un grand nombre de nos appels sont « Est-ce que vous avez bien reçu ma pièce ? Est-ce que vous avez bien reçu ma démarche ? Est-ce que vous pouvez me dire où ça en est ?» etc. Donc voilà, on travaille sur des SMS en proactif, on travaille sur des appels aussi pour devancer l'appel entrant. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est beaucoup plus intéressant de prévenir que guérir. Voilà, le flux téléphonique, malheureusement, on le subit. On est sur une activité qui est dans l'interactivité, etc. Et donc, du coup, on a un nombre de conseillers qui est à peu près relativement fixe. Donc, dès qu'on a des pics, forcément, ça veut dire qu'on dégrade le taux décroché, donc la performance et bien entendu la satisfaction. Donc, voilà, donc proactivité et démarche en ligne simple qui répondent aux besoins du quotidien. Merci beaucoup. Vous êtes toujours nombreuses et nombreux à poser plein de questions. Je les relaye dans un instant. Il y en a quelques-unes pour vous, Sarah, Alix, notamment sur la manière dont les administrations travaillent avec vous. Je vous la pose dans un instant, mais terminons sur cette administration, cette organisation proactive qui anticipe le besoin, qui pose un enjeu de pilotage, de management. Comment vous l'appréhendez ? Alors, c'est un petit peu ce que disait ma voisine tout à l'heure. Déjà, on suit aussi de très près la rapidité de traitement des demandes. Le traitement de la bourse, par exemple. Plus on la traite vite et bien, moins on aura d'appels et d'inquiétudes de la part de l'usager. Donc déjà, on a aussi, parallèlement à ce plan téléphone, mis en place des indicateurs, des moyens, de quoi faire en sorte que le délai de réponse à une demande soit assez court et pose peu de questions. Après, on a aussi... Parfois, les téléconseillers sont amenés aussi à traiter la fin d'un dossier, le dernier kilomètre, par exemple. Le petit truc qui manque pour qu'on déclenche le service. Donc, on les a formés. Ceux-là, c'est des conseillers un peu plus expérimentés qui peuvent le faire. Et après, pour revenir à l'omnicanal, l'étudiant peut écrire, évidemment. Il a tout un tas d'outils web de toutes sortes pour pouvoir nous envoyer des mails. Et de ce fait, c'est pour ça qu'on appelle plus ça des plateformes téléphoniques. C'est que maintenant, ce sont des centres de contact parce que justement, le téléconseiller, quand il a un appel, peut aller voir dans l'outil de mail si l'étudiant a déjà écrit sur ce même sujet et n'a pas, par exemple, eu de réponse dans les 48 heures, ce qui lui permet du coup de rebondir sur la question, de clôturer aussi le message, ce qui envoie aussi une réponse à l'étudiant et de traiter en une fois finalement quelque chose qui traîne peut-être depuis quelques jours et malheureusement parfois plus d'une semaine. Voilà. Une vraie approche personnalisée de tous les cas. Sarah, Alix, je me tourne vers vous. Une question sur la manière dont vous travaillez, comment la DITP je vais y arriver, interagit avec les administrations publiques. Vous travaillez avec les uns et les autres en fonction, je le disais, de leurs atouts, de leurs contraintes, leurs besoins. Vous personnalisez votre approche. Lucien Doriano, tout à l'heure, disait que les synergies sont au cœur de votre logiciel. C'est bien cela. Oui, c'est-à-dire que alors, nous, notre mission sur ce plan téléphone à la DITP, c'est d'une part de vérifier que les objectifs qui sont fixés sont bien déclinés par chaque service et en priorité par les services qui ont les plus forts enjeux en matière de relations téléphoniques. Donc,
ça ne veut pas dire une approche systématique et aveugle en fait, des situations de chaque service. L'idée, c'est que pour que ça se passe bien, en fait, chacun doit s'approprier ses objectifs et voir comment il peut les décliner intelligemment, ce que chaque service fait en fonction de son contexte, de ses usagers, de la nature de ses démarches, de la variation de ses appels au cours de l'année. Il y a des services qui ont en fait un haut niveau d'appel en permanence. Il y a des services qui ont des pics d'appel, ce qui crée en général une difficulté encore plus grande pour pouvoir assurer une relation, un niveau de qualité continu au cours de l'année. Donc en fait, l'idée, c'est de voir aussi comment chacun peut s'engager pour améliorer. Donc on porte vraiment à la DITP cette logique d'amélioration continue et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les services en collectif, mais aussi individuellement avec chacun. Une offre de services développés. Il y a une question, Laurent Aurieux, merci monsieur de poser votre question sur les enjeux de sécurité. Comment gérer le problème des usurpations d'identité dans la relation téléphonique avec l'usager? Comment s'assurer que les interlocuteurs téléphoniques sont bien les titulaires des dossiers? Ça fait partie de vos priorités. Chez nous, ça relève de quelque chose de très réglementé et très réglementaire, puisque en fait, tout échange va commencer par une phase d'identification du sociétaire et on doit poser un certain nombre de questions qui permettent de vraiment nous assurer que la personne qu'on a au bout du fil est bien la personne à qui on peut donner la réponse. David Merlot, c'est une sorte de process assez rapide. Il y a des codes, il y a quoi? Alors non, il n'y a pas de code, mais de la même façon, on a un script, je vais le dire avec mes mots, on a un script qui permet de vérifier la bonne identité de la personne avec quelques questions assez simples. J'ajouterais juste un complément, puisqu'on a été, on peut être on peut être confronté à ce sujet-là. Aujourd'hui, on ne délivre plus aucun justement code d'accès directement par téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les conseillers n'ont plus la capacité à faire. Ce qui a été le cas mais il y a très très longtemps. Donc la question de la sécurité et l'usurpation d'identité est un vrai sujet, donc on est très vigilant sur le sujet, et quand il y en a, malheureusement ça arrive, dans ces cas-là on met les dispositions en place pour corriger le tir. Merci. Une question sur la sécurité, vous vouliez... Oui, en fait, on a aussi effectivement des scripts qui permettent l'identification. On est d'autant plus concerné que les identifiants du compte Amélie constituent une identité numérique pour France Connect, et que France Connect permet de répondre à peu près 2000 démarches. Donc voilà, donc on a pu être attaqué, et donc du coup on est très vigilant, et nos conseillers sont très vigilants sur effectivement la sécurisation des appels, avec un juste équilibre à trouver entre, effectivement, il faut s'assurer et poser des questions qui parfois demandent un peu de recherche, et effectivement la compréhension des assurés qu'on est là pour protéger leurs données et apporter une réponse à eux et rien qu'à eux. C'est les conditions de la confiance, et c'est aussi un enjeu fort de satisfaction usager. Une question sur les nouvelles technologies. Le chatbot est-il utilisé par vous quatre en complément de l'accueil téléphonique? Si oui, quels sont les résultats de satisfaction des usagers? Madame Guichon. Alors oui, nous utilisons le chatbot. Il est même déployé maintenant pour l'ensemble des CROUS dans toutes les plateformes centres de contact. On a expérimenté deux systèmes. Un système où le chat le callbot en fait répondait aux questions de l'étudiant complètement et ne passait un téléconseiller ou un gestionnaire qu'en deuxième intention. Ce qui finalement n'est pas forcément très satisfaisant, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, souvent quand on appelle, on veut un humain. En fait, on ne veut pas retomber encore sur une machine, puisqu'on a déjà un peu essayé partout. Donc finalement, on revient à plutôt une autre solution, et le callbot sert en fait au moment où on est en débordement, beaucoup trop d'appels, pas possible. Et donc du coup, plutôt que de dire on vous rappellera ou rappelez-nous plus tard, on tente de dire posez-nous votre question et on répond du mieux possible. Si entre-temps un téléconseiller se libère, alors l'étudiant pourra passer directement à une personne qui va lui répondre. Donc on est plutôt sur ce système-là que sur de la réponse complète dans ce sens. Et à l'inverse, cette technologie quand même du bot, je m'éloigne un tout petit peu de la réponse, mais cependant ça nous sert. On est en train de se demander si justement ça ne pourrait pas générer plutôt des réponses plus précises pour que les téléconseillers soient mieux armés face aux questions. Donc en fait, on détourne finalement, le bot ne répond pas à l'usager, il répond plutôt à l'agent ou au téléconseiller sur une question précise pour compléter ses connaissances ou venir lui apporter des éléments supplémentaires. Ce qui du coup est peut-être plus malin que de donner des questions simples à l'usager directement.
Beaucoup de questions, certaines un petit peu à la marge de nos sujets. Quand pourra-t-on transmettre les feuilles de soins directement via l'espace personnel, Amélie? Bon, c'est pas trop le sujet, mais c'est pour bientôt. Merci de l'apporter. Les chatbots, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, côté Maïf, comment vous avancez? Alors, j'ai envie de dire l'assurance, c'est un produit un petit peu anxiogène. Donc, on a un souhait, en tout cas à la Maïf, de faire en sorte que le prospect ou sociétaire qui appelle ait un humain au bout du fil. Ouais. Donc, l'objectif, c'est bien de répondre au sociétaire et de lui parler directement. Par contre, aujourd'hui, la réflexion que l'on a sur l'intelligence artificielle générative, c'est plutôt de l'utiliser pour aider le collaborateur à répondre, voire pour l'historisation du contact, pour que le collaborateur qui suivra si le sociétaire rappelle ou si le prospect rappelle, puisse avoir l'historisation du contact et puisse avoir un résumé de ce qui s'est dit. Et là, on se dit que l'intelligence artificielle peut aider à générer le contact et à le synthétiser. D'accord. Même question du côté de France Travail, l'IA, les chatbots, ça fait partie? Alors non, aussi. Pas du tout. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. On ne peut pas être en avance sur tout. Non, c'est un sujet qu'on est en train... Aussi, non, c'est pas nécessaire. Alors en fait, c'est un sujet qu'on est en train d'explorer. Donc du coup, on se rapprochera peut-être du CNUS. C'est l'occasion. Non, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on n'a pas complètement exploré. On est plutôt dans une démarche où on privilégie l'humain, même si on a des serveurs vocaux interactifs, mais pour des démarches très simples et vraiment très précises et très circonscrites. Donc, on est à même quand même d'y venir, mais probablement pas avant au moins quelques mois. C'est un sujet un peu complexe. Sachant que par ailleurs, vous avez développé un certain nombre d'applications très précises, très personnalisées qui complètent votre dispositif. Sur le chatbot, vous avez réagi toutes les quatre. Il y a une question, peut-être je vous la pose, Sophie Martin, sur la satisfaction usagée dans vos process. Vous parliez tout à l'heure de baromètre. Alors Sarah Alix a expliqué comment on mesure la satisfaction usagée. On fait des questionnaires. Oui. Alors, en fait, on a deux mesures. C'est exactement celle que Sarah décrivait. On a effectivement un principe de baromètre. Donc, on envoie assez régulièrement aux assurés qui ont eu un contact avec nous ou le contact pouvant être un remboursement de soins, mais qui ont une démarche avec nous dans les 3 derniers mois. Donc, donc on a un taux de satisfaction annuel. Et on complète effectivement, donc on pose des questions sur la satisfaction globale, sur les canaux de contact et puis aussi sur les types de démarches. Les avis d'arrêt de travail, par exemple, la demande de complémentaire santé solidaire. Il y a le suivi de la commande de carte vitale. Donc c'est effectivement un sujet qui est bien supervisé chez nous. On complète ce dispositif par des enquêtes à chaud. Ça, c'est relativement récent. On l'a déployé l'année dernière, donc d'abord sur les rendez-vous téléphoniques et sur les rendez-vous physiques. Donc une fois que le rendez-vous s'est terminé, on envoie un questionnaire très court pour évaluer la satisfaction globale. Et on pose aussi des questions sur est-ce que vous avez bien compris, parce que c'est important effectivement de s'assurer qu'on peut avoir un échange qui s'est bien passé, mais pour autant, juste a posteriori, on se dit mais finalement, est-ce que ça, etc. Donc là, non. Enfin, il faut effectivement que l'assuré ressorte en étant bien entendu satisfait de l'échange, mais surtout qu'il soit serein, qu'il n'ait plus besoin de nous contacter derrière. Et on le déploie cette année sur les appels qui sont faits sur notre numéro d'accueil, le 3646. Donc on a fait un test l'année dernière qui a été très concluant. Et les deux dispositifs sont très complémentaires. Le HO, il mesure effectivement la qualité de l'échange, la compréhension globale, etc. Le A froid va permettre d'avoir une évaluation, certes, de la qualité de l'échange, mais aussi du traitement global de la demande. Parce qu'aujourd'hui, les demandes qui nous sont faites au téléphone ne sont pas à 100% résolues au téléphone. Il y a un certain nombre de demandes qui sont un peu plus complexes, qui nécessitent un niveau 2. Donc voilà. Et le troisième point, c'est au niveau du compte Amélie, on a aussi une évaluation des démarches. On a une trentaine de démarches qui sont évaluées et là aussi on a des niveaux de satisfaction au-delà de 90%. Donc voilà, donc on sait aussi que le compte Amélie, ça fonctionne bien. Et évidemment, tous les retours, vous les appréhendez dans vos évolutions. David Merlot, sur cette satisfaction usagée, sachant que vous pouvez avoir au téléphone des demandeurs d'emploi qui peuvent être parfois en situation difficile, comment vous appréhendez cette problématique? Alors, on s'inscrit plutôt dans la démarche. Nous n'avons pas d'enquête à chaud, en fait. On a une enquête. Toute personne aujourd'hui qui appelle. Alors, je vais même le globaliser. Toute personne qui franchit les portes d'une agence, qui envoie un mail ou qui nous contacte par les services téléphoniques est susceptible de recevoir une enquête dans le mois qui suit. Ça nous permet
plusieurs choses. Un, de mesurer la satisfaction quant aux différents canaux qui sont utilisés. Pour nous, c'est très important. Et puis surtout, alors pourquoi on a ces enquêtes? Parce qu'en fait, on est assujetti à quelques indicateurs dans le cadre des conventions qu'on a avec nos financeurs. Et on a un indicateur clairement autour de la satisfaction de nos usagers à obtenir la réponse à la question qu'ils ont, la réponse à la question qu'ils ont posée. Donc ces enquêtes, elles sont faites systématiquement et elles nous permettent surtout, et ça je pense que c'est une vraie force pour nous, c'est qu'elles sont déclinées, les résultats sont connus jusqu'au niveau de chaque agence. C'est-à-dire que chacune des 850 agences sait chaque mois où elle se situe sur les différents canaux, ce qui est une vraie force et ce qui permet notamment de réagir et d'ajuster éventuellement quand on a eu une difficulté, ce qui peut arriver ici ou là. Donc on est plutôt sur un dispositif pérenne qui s'installe dans la durée, comme je viens de le dire, et qui permet à chaque manager dans nos 850 agences et dans les plateaux téléphoniques régionaux de savoir où il se situe. Merci. Sachant qu'il y a une réflexion dans le chat sur la mesure de la satisfaction usagée. Vous pouvez avoir des usagers qui n'ont pas forcément une réponse qui leur satisfait, enfin qui est satisfaisante pour eux sur un niveau de prestation où ils s'attendent à plus, qui peuvent se venger entre guillemets. Enfin, ça remonte dans le chat. Comment vous appréhendez? Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Généralement, c'est l'usager mécontent du résultat de la démarche et non pas forcément de l'accueil qui lui a été fait, qui fait que du coup, l'évaluation est négative. Donc c'est difficile du coup de mesurer. Enfin, c'est surtout valable pour l'Observatoire des démarches en ligne, où effectivement, si par exemple c'est une démarche qui mène à un paiement, on constate que forcément, l'étudiant est plutôt mécontent d'avoir payé. À l'inverse, si c'est pour faire une demande de bourse qui, du coup, lui est favorable, c'est un gros biais, il aura quand même. tendance... Bah voilà, donc c'est un biais. Ouais. Après, l'autre biais sur la réponse à chaud qui existe aussi, c'est que très peu restent en ligne, en fait, pour répondre au questionnaire. Et donc, encore une fois, ceux qui restent sont plutôt ceux qui sont mécontents. Et sinon, ils raccrochent rapidement et donc ne répondent pas à l'enquête. Donc, on a un panel de réponses qui, du coup, n'est pas forcément facile à exploiter. Ouais, voilà. Ouais. Comme vous avez la même problématique, des gens mécontents qui sont plus nombreux à répondre que les contents. Or, plus en sinistre qu'en gestion de contrat, puisque quand on refuse de prendre en charge un sinistre, forcément, vous pouvez avoir un sociétaire qui est mécontent. Mais je vais me permettre de rebondir un petit peu sur la satisfaction usagée et la manière de le gérer à la Maïf. En fait, ça fait 20 fois consécutivement que la Maïf a le premier prix de la relation client, Bravo. Secteur assurance et secteur général certaines années. Et en fait, ça passe par énormément de mesures. Tout à l'heure, vous parliez d'efforts clients. On mesure l'effort client. On fait des enquêtes à chaud. Les enquêtes à chaud, les retours se font directement aux collaborateurs et à l'encadrement. Donc, il a la possibilité de voir comment les sociétaires ont apprécié l'échange. On fait des enquêtes annuelles sur tous les nouveaux souscripteurs de contrats. Et après, on a certains types d'enquêtes qui sont faites qui sont un peu particuliers. On détermine un NPS, un Net Promoter Score, pour déterminer quels sont les sociétaires et prospects qui sont promoteurs de la Maïf et quels sont détracteurs. Et on fait aussi ce qu'on appelle des trackers miroirs. Donc là, c'est le sociétaire ou le prospect qui va donner un avis sur telle ou telle difficulté ou telle situation qu'il a rencontrée avec la Maïf. Et en miroir, les collaborateurs vont remonter les informations sur leur appréciation aussi de la situation, leur manière d'apprécier la difficulté, et ça permet de croiser les deux visions. Et tout ça, ça s'accompagne après de plans d'accompagnement et de plans d'action pour toujours être en amélioration continue. Continuez de poser vos questions, encore une quinzaine de minutes d'échange. Vous êtes nombreuses et nombreux, beaucoup de questions que je relaye dans un instant. Sarah Alix. Oui, je voulais intervenir sur cette question des indicateurs pour dire qu'en fait, il n'y a pas un indicateur qui en soi est suffisant pour se faire une bonne vision globale de la qualité de l'accueil. On a d'un côté les indicateurs comme le taux de décroché qui donne une image de la performance, de la joignabilité. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de ne pas mesurer seulement cet indicateur parce que sinon, on pourrait imaginer qu'on va donner des consignes aux agents qui ne vont pas dans le sens d'une bonne qualité, par exemple de faire les appels les plus courts possibles. Donc l'idée, c'est aussi de coupler ça avec une dimension de qualité. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, de plus en plus, les services publics, ils font bien la jonction entre les deux dimensions et qu'en fait, là où on va, c'est vers des indicateurs qui rendent vraiment compte de l'efficacité de la prise en charge avec, par exemple, la mesure du taux de résolution au premier contact ou du taux de réitération. Donc, on voit qu'en fait, la ligne d'objectif se déplace vraiment vers ces indicateurs qui font le lien entre qualité et performance.
Merci beaucoup. Il y a une question. Existe-t-il des financements à demander à la DITP? Bon, voilà, il faut se tourner vers vous. Une remarque dans le chat. La majorité des commentaires, enfin beaucoup de commentaires, soulignent un souci de moyens humains, de tension aussi sur la dépense publique, ce souci d'efficacité et de bien mesurer les enjeux financiers que vous dépensez. Vous l'avez constamment en tête, puisqu'il y a une pression budgétaire, évidemment. Oui, après, effectivement, M. Doriano l'a dit tout à l'heure, hein, il y a une vraie volonté de réinvestir le canal téléphonique. Donc voilà, les nouveaux outils, notamment l'intelligence artificielle, et je rejoins l'ensemble de mes collègues, c'est vrai que tout ce qui va permettre aux conseillers de mieux répondre, et je pense que nous, on a déjà un chatbot interne qui permet d'accéder plus facilement aux réponses par un principe un peu de questions-réponses, de logigramme, etc. C'est vrai que ça marche, donc, notamment pour tous les nouveaux conseillers. Donc voilà, donc il y a aussi certainement encore plus d'efficacité à trouver, mais c'est sûr que oui, il y a des besoins humains. David Merlot, hein, même question qui revient, la question des moyens se pose. Ah oui, la question des moyens se pose comme pour tout le monde, j'imagine. Alors aujourd'hui, je l'ai dit en propos liminaire, l'idée n'était pas pour nous de supprimer le canal téléphonique, loin de là. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye plutôt de le faire évoluer pour qu'il soit plus efficient. Donc ça peut passer par la qualité de la réponse, et je rejoins ce que disait Sarah, ça évite la réitération des contacts, ça c'est quelque chose sur lequel on est assez en veille. On préfère que nos conseillers soient en accompagnement des personnes qui se présentent la première fois chez nous pour les accompagner, leur donner tous les éléments qui leur permettent d'avoir un parcours assez fluide et surtout un peu plus serein, plutôt que de devoir gérer de la réitération de contact. Donc on est plutôt axé sur la qualité de la réponse, ça c'est un peu l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Le deuxième enjeu, je le disais, c'était tout à l'heure le aller vers, c'est-à-dire plutôt anticiper. Là encore, on essaye de supprimer les contacts qui sont peut-être que de la réassurance et qui pourraient être traités autrement. Évidemment, à l'échelle de France Travail, de 50 000 collaborateurs ou 55 000 collaborateurs, le service téléphonique n'est qu'une activité parmi d'autres. On ne pourra pas résoudre l'équation budgétaire avec ce sujet-là, mais en tout cas, c'est des éléments qu'on essaye de prendre en compte au quotidien et dans les évolutions qu'on veut faire porter à cette relation par le canal téléphonique. Merci beaucoup. Beaucoup de questions. J'en relaye une autre. Monsieur Fabrice, de l'expérience des intervenants, de vous quatre, quelles sont les erreurs qu'ils ont éventuellement vues ou commises en matière d'accueil téléphonique? Ça peut inspirer certaines et certains qui nous regardent. Est-ce que vous avez eu des difficultés, des freins, voire des erreurs? Comment vous les avez dépassées? Alors, une des principales difficultés qui avait un gros impact sur le taux de décroché, c'est l'erreur de penser à la place de la personne, à quelle heure elle pourrait nous appeler. Typiquement, je vous donne juste un exemple un peu amusant, mais on pense que l'étudiant dort et donc ne va téléphoner qu'à partir de 10h du matin. Et donc, on ne met pas les forces à 8h. Voilà. Non, mais c'est aussi simple que ça. Quelquefois, c'est ça. C'est analyser justement le flux pour avoir des mesures précises et se dire, en fait, c'est pas ça du tout. Il nous appelle pas du tout après 17h quand il n'a pas cours, parce qu'il est comme tout le monde, il sait très bien que les bureaux sont plutôt ouverts avant 18h. Donc, en fait, l'erreur, c'est de se mettre à la place de quelqu'un sans en faire une vraie mesure. Donc, typiquement, parfois, le fait d'ouvrir une demi-heure plus tôt permet d'éviter une bulle d'appel. On ouvre à 8h plutôt que 8h30 ou 9h. Ça change tout pour l'ensemble de la journée, puisqu'il n'y aura pas de nouveaux rappels, puisqu'en fait, on nous appelle très tôt et c'est réglé tout de suite. Voilà, c'est juste une illustration, mais ne pas se mettre à la place de l'usager sans faire une vraie mesure, en fait. Ne pas se mettre à la place de l'usager sans avoir pensé, sans lui avoir donné la parole pour voir ses attentes. David Merlot, j'ai un peu la même réflexion, en fait. Je ne parlerai pas d'erreur, mais je pense qu'on a plutôt appris de nos expériences passées. On a le sujet des horaires d'ouverture des services téléphoniques, je le rejoins complètement. Aujourd'hui, on a plutôt une ouverture en continu, y compris le midi, parce que les gens peuvent déjeuner, mais peuvent aussi profiter de la pause déjeuner, puisque tous les demandeurs d'emploi ne sont pas nécessairement sans activité, une partie travaille. Donc là, on a adapté, mais il y a déjà quelques années, nos horaires téléphoniques pour être un peu plus larges et répondre à l'ensemble. Et puis le deuxième sujet, qui est plutôt aussi un apprentissage et pas réellement une erreur, c'est notre capacité, parfois on estime que la réponse n'est pas nécessairement immédiatement attendue. Et ça, c'est un vrai sujet.
Parfois, on a pu considérer que ça pouvait attendre une journée ou deux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé. On a évoqué 2 sujets qui sont le rappel web callback, ou le rappel en français, et puis le sujet des messages vocaux qui sont traduits en mail. On en a un autre aujourd'hui, nous, qu'on a installé depuis de nombreuses années et qui est aujourd'hui, qui a été une vraie plus-value pour nous et pour nos usagers. C'est la capacité, quand il y a saturation des fils, à laisser simplement le laisser en file d'attente pour lui permettre d'être appelé dans la journée. Et ça, c'est un travail très important que mènent nos superviseurs et nos managers. C'est de pouvoir justement faire en sorte que la réponse puisse être apportée par un rappel dans la journée. Trop souvent, on pouvait laisser penser que ce n'était pas une urgence immédiate. La personne, quand elle appelle, c'est qu'elle a un besoin. Et en général, elle a besoin au moment donné. Donc, ce n'est pas des erreurs, c'est plutôt de l'apprentissage, je dirais, au fil du temps. Apprentissage aussi, Patrick-Emmanuel Mercotte. Alors en fait, là, c'est pas forcément une erreur, mais c'est un constat, c'est que notamment au niveau de l'assurance, c'est un produit assez technique. Et j'avais des techniciens d'assurance au bout du fil qui déroulaient la technique du contrat, qui au final n'est pas ce que recherche le prospect ou sociétaire. Lui, il veut des exemples concrets, il veut savoir comment il sera couvert, il veut savoir si on prendra en charge telle ou telle situation. Le fond du contrat, les petites lignes, ce n'est pas forcément ce qui intéresse. Donc ça a vraiment été de prendre une autre approche de la commercialisation des contrats d'assurance que d'aller dans le détail fin et quelque part de perdre le sociétaire dans ces détails. Ça a été plutôt de rendre les contrats compréhensibles par tous. Et aujourd'hui, dans beaucoup de services, quand on appelle, c'est toujours la même chose. On a affaire à des techniciens très calés, mais en fait, notre niveau ne permet pas de suivre. D'accord. Deux questions. Une pour vous, Sarah Alix. Je vous la pose dans un instant sur les différentes étapes du plan téléphone, si vous pouvez nous les rappeler. Mais d'abord une parce qu'on en parle, sur les téléconseillers. Le taux de turnover, Sophie Martin, peut-être ça vous concerne, ou tous les cas sur les métiers de téléconseillers peuvent être importants. Quelles actions pour fidéliser les agents publics qui interviennent, faciliter leurs méthodes? Ça, on a expliqué les méthodes, mais comment les fidéliser? Je crois que c'est un sujet qu'on a tous, on en a parlé tout à l'heure en aparté. Oui, effectivement, c'est un métier compliqué, hein. C'est un métier stressant, qui demande beaucoup d'agilité, qui demande de gérer beaucoup d'émotions. Il y a des incivilités, il y a des situations aussi compliquées, hein. Nos conseillers sont souvent pleins d'empathie, hein. Je crois que quand on travaille en relation client, on a forcément ce sens de l'écoute du service. Et donc, on est parfois, en tout cas nous, côté assurance maladie, face à des situations qui sont très, très difficiles. Donc faut savoir prendre un peu de recul. Et donc, du coup, pour ça, effectivement, nous, un des leviers qu'on est en train d'explorer et auquel on croit et qu'on veut développer, c'est justement le fait de donner encore plus de sens à leur travail. Aujourd'hui, un des points de frustration de nos conseillers, c'est oui, je prends des appels, je réponds avec ce que je peux, mais des fois, j'aimerais aller plus loin. Et donc, alors, il y a 2 choses qui font qu'il ne peut pas y aller. D'une part, parce qu'il y a quelques indicateurs sur le nombre de minutes, etc. Donc ça, en gros, on a envie de le lever. Même si, bien entendu, il ne faut pas rester un quart d'heure au téléphone, mais en gros, c'est quelque chose qu'on ne suit plus vraiment. L'autre point, quand même, c'est aussi la formation. Et le fait de lui permettre d'aller un peu plus loin dans le niveau de réponse. Et donc, c'est toute la démarche de ce qu'on appelle, nous, la synergie front office, back office. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait enlever ces frontières. Aujourd'hui, un assuré qui nous appelle, il voit l'assurance maladie comme un tout. Il ne voit pas ça comme un centre de contact qui va prendre en charge ma demande téléphonique, puis un niveau 2 qui est situé dans tel ou tel service de la caisse qui va répondre à ma question sur l'avis d'arrêt de travail, mon affiliation, mon invalidité, etc. En fait, moi, j'appelle l'assurance maladie et je veux que l'assurance maladie me réponde. Elle est incarnée par quelqu'un au téléphone. Je peux comprendre que ma demande soit complexe et qu'elle soit déportée, mais en revanche, et nos conseillers, ils ont besoin de ça aussi. Et finalement, on se rend compte pour les caisses primaires qui ont déjà expérimenté ce sujet que effectivement ça fidélise, oui, parce que ça rend service bien entendu aux assurés, mais ça rend surtout service aussi aux conseillers. Et la fameuse synergie des attentions, ça fait quelques années qu'on en parle, mais c'est un vrai concept. Et je crois que nos conseillers ont besoin de ça, effectivement, d'aller encore plus loin et de se sentir encore plus utiles. Merci. 10h44, encore une dizaine de minutes d'échange peut-être sur cette question tous les trois du sens qui contribue à l'attractivité, à la fidélisation. Alors, on a assumé en fait le côté un peu contraint, le côté un peu difficile
des activités au téléphone à la Maïf. Donc en fait, on en a fait la porte d'entrée. C'est-à-dire la plupart des conseillers qui intègrent la Maïf aujourd'hui rentrent sur les métiers de téléconseiller et sont au téléphone. Ils vont y rester un certain nombre d'années. Et après, c'est la porte d'entrée vers aller en délégation conseil, vers aller en déclaration de sinistre ou en gestion de sinistre et faire une réelle carrière à la Maïf. Mais quasiment tous aujourd'hui passent par nos centres de contact en entrée. D'accord, donc il y a un parcours, une trajectoire d'une certaine manière. Alors, comme je disais, on n'est pas nécessairement confronté au même sujet puisqu'on n'a pas réellement de téléconseillers. Ce sont plutôt nos conseillers en agence à 80% qui prennent les appels. Donc, en fait, c'est une activité parmi d'autres dans leur emploi du temps. Et pour autant, je rejoins ce que vous disiez, c'est une vraie activité, elle est très particulière, elle est très engageante personnellement à chaque fois puisqu'on a des personnes qui peuvent être parfois en grande difficulté. Donc, c'est quand même une activité assez particulière. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on l'a inscrite dans un schéma global où ils sont aussi bien en relation usager téléphone que physique ou contact distanciel. Donc on n'en a pas réellement ce sujet. Et pour autant, je rejoins ce qui était dit côté Maïf, c'est qu'on a eu une période, mais c'était plutôt au bon vouloir des directions régionales, de faire de cette activité, notamment dans les plateformes régionales, un sas d'entrée. Une entrée en parcours pour les faire évoluer. Mais ce n'est pas une politique nationale aujourd'hui, très clairement, c'est plutôt une volonté qui peut être prise localement. Sur la fidélisation, alors vous avez évoqué les pics d'appel, les pics d'organisation. C'est un peu différent puisque, comme je disais tout à l'heure, nos téléconseillers sont essentiellement des étudiants. Donc, en réalité, le turnover est surtout lié à leur cursus et à leurs études. Je quitte mon département pour aller faire mon master ailleurs. Bah, du coup, je laisse mon job étudiant au centre de contact. Ouais. Et voilà, donc c'est plutôt ça. C'est la saisonnalité aussi des examens et des parcours d'études qui nous pose une difficulté. Et après, il y a aussi la lassitude, bien sûr, des appels avec ce flux quand même. Hein. Le taux de décroché, même si ce n'est pas la seule chose qu'on regarde, il met quand même une certaine pression sur les équipes. C'est tout le temps mesuré. Il faut s'assurer qu'on n'est pas resté trop longtemps non plus, etc. Donc, on peut comprendre aussi que ce soit difficile à gérer et qu'au bout d'un certain temps, on se lasse un peu. Après, il y a aussi l'agressivité parfois des usagers. Hein. On n'est pas non plus dans un monde idéal où le téléconseiller est charmant et l'usager aussi. Ça arrive aussi d'avoir des gens qui sont déjà agacés parce que la démarche en ligne n'a pas fonctionné et ils n'ont pas une réponse immédiatement. Et puis, il y a cette immédiateté de la réponse aussi, hein, où on n'est plus devant du public qui peut attendre 48 heures pour avoir une réponse. Donc ça aussi, il faut savoir le gérer et nerveusement, ce n'est pas forcément évident. Merci beaucoup. En 10h47, allez-y, posez vos dernières questions. Encore une fois, on va essayer de revenir vers vous hors atelier parce que vos questions sont extrêmement nombreuses. Sarah Alix, il y avait une question pour revenir sur le calendrier du plan téléphone. On l'a évoqué, hein, je renvoie vers la séquence d'ouverture que vous pourrez retrouver en replay. Décembre 2024, l'objectif de 85... Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de votre côté ? Oui, donc le plan, juste pour rappel, hein, il a été annoncé en mai dernier lors du 7e CITP. L'objectif peut-être le plus visible et le plus difficile à atteindre, celui de 85% de décrochés, effectivement, il y a un calendrier qui y est associé, qui est décembre 2024. Donc nous, dans l'intervalle, on travaille avec les différents services. Déjà, on suit la progression des résultats. On travaille avec les différents services autour de leur plan d'action pour voir toujours comment on peut éventuellement greffer de notre part des appuis, essayer d'aller plus loin pour les services qui sont les plus avancés et se projeter aussi dans un après, c'est-à-dire pour ceux qui sont déjà à 85%, parce qu'il y en a quand même pas mal qui y sont, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comment on peut traduire aussi cet engagement pour un service téléphonique de qualité. Donc l'idée, c'est d'essayer que le maximum de services soient à cet objectif, que si ce n'est pas le cas, on essaie de les aider à avancer pour l'atteindre, et puis pour ceux qui y sont déjà, d'être dans une amélioration continue. Vous êtes résolument à leur côté. Il y a une question pour vous. Côté que les téléconseillers étudiants sont-ils rémunérés ? Bon, évidemment. Ah, mais évidemment, ce sont des jobs étudiants. Oui. Et voilà, puis d'autres questions. Il y a beaucoup de réactions aussi sur le métier de téléconseiller, le fait qu'il faut les accompagner. Une remarque, Madame Place, en préfecture Haute-Corse et Corse du Sud ont été mis en place des... Hop, voilà, il y a trop de questions. Ont été mis en place des permanences téléphoniques sur des demi-journées dédiées pour répondre aux usagers, les accompagner aux démarches
en ligne, mais nous n'avons pas de téléconseiller. Donc plutôt des plages horaires qui sont proposées sur lesquelles ils communiquent manifestement. Bref, toutes les organisations publiques inventent leurs propres réponses. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir été si nombreux. Je vous propose de conclure nos échanges, peut-être les messages forts sur lesquels vous voulez insister en conclusion, ou plutôt peut-être quelques conseils. Alors j'ai mis plein de mots-clés d'administration proactive, de mesures de la satisfaction usagée, de le décliner après dans son plan d'action, enfin beaucoup de choses. Quels sont les messages importants sur lesquels vous voulez conclure, Sophie Martin? Quels conseils pour les managers publics ou toutes celles et ceux qui nous suivent en direct ou peut-être en replay? Moi, je pense qu'il faut passer de la mesure de la satisfaction à l'expérience, en fait. Je crois que la clé, elle est aussi là, parce que finalement, on peut avoir un contact, plusieurs contacts, mais au final, ce qu'on retiendra, c'est est-ce que ma demande, est-ce que ma démarche, finalement, j'en suis venue à bout avec de l'aide humaine ou pas. Et donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, aussi sur le fait de casser un certain nombre de frontières en interne souvent, et de permettre effectivement à la fois à nos conseillers du téléphone d'aller plus loin, et en même temps aussi à ce qu'on pourrait assimiler à nos gestionnaires de prendre leur téléphone aussi et d'aller vers de la proactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a constaté, alors il y a souvent des freins pour les gens qui sont un peu dans l'ombre, entre guillemets, qui traitent des dossiers, de prendre un téléphone. Il y a un peu cette peur de « mais qu'est-ce qu'on va me dire ?» et si on pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Et en fait, ce qu'on constate pour ceux qui l'ont essayé, c'est qu'à chaque fois, il y a un effet waouh en fait, des assurés. C'est-à-dire que les assurés disent « ah tiens, la Sécu m'a appelé, l'assurance maladie m'a appelé, et en plus ils ont répondu à ma demande. » Donc en fait, essayer c'est l'adopter. Je crois que c'est quelque chose qui a déjà été utilisé, mais il y a effectivement ce besoin finalement de permettre à ceux qui maîtrisent la dimension relation client d'aller plus loin, et permettre à ceux qui maîtrisent l'expertise d'aller un peu plus vers la relation client. On est aujourd'hui dans ces sujets-là, et c'est le sens de notre histoire. Merci beaucoup. Un engagement qui permet de travailler le waouh, c'est ça, l'effet waouh, pardon. Bénédicte de Persin, Madame la sous-directrice de la vie étudiante au CNUS, quels sont peut-être les conseils que vous pourriez passer en conclusion? Effectivement, le conseil, c'est aussi de faire, comme on se le dit entre nous quand on s'écrit des mails, au bout de 3 mails, mieux vaut téléphoner. Parce qu'en fait, ça peut durer comme ça éternellement, parce qu'en fait, c'est un dialogue de sourds. Ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure. On a des experts qui parlent dans leur langage face à des usagers qui ne maîtrisent pas ce langage et les mêmes codes. Et donc, essayer de développer cette culture du aller vers, prendre son téléphone et téléphoner. Le téléconseiller, c'est pas l'alpha et l'oméga de la relation avec l'usager. C'est un des moyens de répondre à l'usager. Mais voilà, et c'est une vraie difficulté, je pense, pour les agents, qui pour autant, à d'autres moments, vont appeler je suis gestionnaire dans un CROUS, je peux avoir un problème avec la sécurité sociale, et donc je vais appeler donc ils savent, ils ont les 2 casquettes tout le temps, mais c'est un petit peu difficile d'aller appeler directement quand on a une incompréhension. Merci beaucoup. Je vous voyais acquiescer, David Merlot, monsieur le directeur du pilotage de la performance de l'organisation du travail à France Travail. Alors, je vais reprendre quelques idées déjà évoquées. La proactivité. Je pense que à défaut d'être un conseil, en tout cas, c'est quelque chose qui aujourd'hui, à mon avis, fait sens dans la relation usagée. L'expérience utilisateur, se mettre à la place d'eux, c'est intéressant, c'est important, c'est parfois complexe, c'est très engageant, mais en tout cas, c'est assez moteur dans l'évolution de nos services. Et puis moi, il y a un dernier élément que je souhaitais mettre en avant, c'est il faut qu'on soit toujours en veille de notre capacité à faire évoluer cet usage du téléphone, puisqu'aujourd'hui c'est l'objet de l'atelier. Ne jamais rester sur ses acquis, se reposer régulièrement des questions sur est-ce qu'il répond aux besoins, est-ce qu'on peut le faire évoluer, comment le moduler. Ça, c'est quelque chose qui en a fait, je pense, notre force. Alors c'est parfois un peu perturbant pour les équipes, très clairement, puisque quand on évolue ou quand on fait évoluer tous les 2-3 ans, c'est une remise en cause, ou en tout cas il y a encore une courbe d'apprentissage à installer. Mais je pense que c'est indispensable et nécessaire pour répondre à l'engagement qu'on doit avoir auprès de nos usagers. Donc toujours être en veille et toujours savoir se remettre un petit peu au travail et se reposer quelques questions de base parfois. Merci beaucoup. Du côté de la Maïf, quels sont peut-être les conseils pour celles et ceux qui nous regardent, Patrick Emmanuel Murcotte? Alors, pour moi, c'est toujours mettre la satisfaction du client, de l'usager, du sociétaire, peu importe le nom qu'on lui donne, au final, c'est la satisfaction au centre de la démarche. S'assurer qu'effectivement,
il a eu la réponse qu'il attendait, il a eu le service qu'il attendait, et qu'au final, s'il a un avis à émettre, s'il a à promouvoir ou à être détracteur de l'entreprise, c'est mesurer justement, et c'est de faire en sorte qu'il soit plutôt promoteur, qu'il soit à parler du service et j'ai envie de dire à donner envie à d'autres personnes de contacter et d'utiliser ce même service. Donc c'est vraiment le mettre au centre de la démarche. Après, effectivement, on peut parler de symétrie des attentions, on peut parler de beaucoup de choses, mais celui qui va juger à la fin de la journée, c'est quand même le sociétaire, l'usager ou le client, et c'est lui qui aura le dernier mot. Merci à tous les quatre. Je me tourne vers vous. Votre conclusion peut-être, Sarah Alix, directrice de projet accès au service public à la DITP. Quelle richesse de ces échanges. Bravo d'avoir organisé cet atelier ce matin. Beaucoup de messages clés qui viennent un peu même nourrir votre feuille de route. Oui, tout à fait. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le téléphone, ça reste un sujet qui est un sujet d'avenir. Que, comme l'a dit Monsieur Merlot, c'est quelque chose qu'il faut aussi perpétuellement réinventer, parce qu'en fait, la frontière se repose toujours entre le numérique qui progresse, la place du téléphone, la place de l'humain. Donc c'est un travail qui est fait collectivement. Donc là, on a aussi tout intérêt à s'enrichir les uns des autres des expériences, des solutions qui sont trouvées. Donc on travaille vraiment dans cette logique-là. Et puis aussi, c'est un sujet qui montre toute l'importance aussi du travail humain, du rôle des agents publics. Et encore une fois, j'insiste toujours parce que c'est vrai qu'en tant qu'usager, c'est toujours facile de trouver que le service n'est pas parfait, que ça ne répond pas toujours tout le temps. Mais derrière, c'est aussi des organisations qui sont très exigeantes et un métier qui est très difficile. Merci infiniment. Merci à tous les quatre, Sophie Martin, d'être venue, responsable du département de l'optimisation de la relation client à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Merci Bénédicte de Persin d'être venue témoigner en tant que sous-directrice de la vie étudiante au CNUS. David Merlot, merci beaucoup pour vos analyses, directeur du pilotage de la performance de l'organisation du travail France Travail. Patrick-Emmanuel Murcotte, c'était très éclairant de vous avoir à nos côtés, responsable de la filière conseil vente à distance à la Maïf. Merci à tous les quatre. Un très grand merci à vous, Sarah Alix, directrice de projet accès au service public à la DITP, d'avoir organisé avec nous cet atelier. Merci à toutes les équipes de la DITP, Ghislain Doriano qui est venu ouvrir notre échange. Vous pouvez voir le replay dans la foulée de nos échanges. Cette table ronde est également à revivre en replay. Merci aux équipes d'Acteurs Publics TV pour la parfaite organisation de cette matinée. Prochain rendez-vous de la DITP, ce sera le 6e, ce sera le 30 avril et on parlera conseil interne, les actions de la DITP en la matière. Je vous dis donc rendez-vous le 30 avril, même heure, 9h30, 11h. À très vite.